Alors, notre invité Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Vous publiez La France en miettes aux éditions du Cerf, sous-titre Régionalisme, l'autre séparatisme. Tout à fait. Nous allons parler de l'ethno-régionalisme, évidemment, Benjamin Morel, mais vous êtes constitutionnaliste, vous êtes un acteur avisé de la politique française, Benjamin Morel. Quand vous voyez ce débat autour de Bernard Arnault, ça vous fait réagir? Que dites-vous? C'est pas un débat tout neuf. Hein. Vous lisez Jean-Jacques Rousseau, alors pas Sandrine, mais Jean-Jacques Rousseau, vous voyez qu'en réalité, eh bien, c'est déjà un débat que l'on a à l'époque. C'est-à-dire dans quelle mesure, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que, eh bien, la possibilité d'avoir un capital, d'avoir de la propriété, c'est voler ceux qui ne l'ont pas. Et donc, c'est un vieux débat qui aujourd'hui est peut-être mal posé. C'est-à-dire, il est mal posé à mon avis à deux endroits. Le premier endroit, c'est que quand vous parlez de Bernard Arnault, etc., vous avez d'abord et avant tout affaire à un patrimoine qui est un patrimoine productif. Ce sont des actions, etc., dont il ne peut pas toucher tout à fait, eh bien, les dividendes tout de suite. En tout cas, il en touche les dividendes, mais c'est pas de numéraire, quelque chose qu'il peut dépenser. Donc, ce patrimoine productif, les Français ont souvent l'impression que c'est comme ce qu'ils ont sur leur livret A. C'est quand même très différent. L'autre élément, c'est que, en effet, quand vous avez une société où vous avez de tels écarts de revenus, c'est pas tout à fait sain. Et aujourd'hui, on a une distance entre les plus hauts revenus et les plus bas qui n'a jamais été égalée dans l'histoire, ce qui peut être un problème. En revanche, c'est pas le principal problème. Vous regardez aujourd'hui en France, la vraie fracture, par exemple, elle est entre locataires et propriétaires en ville. Si vous êtes locataire ou propriétaire de votre logement, ça change tout. Et les inégalités telles qu'elles sont aujourd'hui vécues, perçues, elles sont beaucoup plus sur ça. Elles sont beaucoup plus sur ces éléments qui devraient être pris plus en charge peut-être par la gauche que sur les quelques milliardaires qui, toute proportion gardée, en réalité pèsent relativement peu dans l'économie française. Alors les inégalités, vous en parlez justement dans La France en miettes, une autre inégalité selon les territoires, on va développer tout cela avec vous, Benjamin Morel. Je vais vous poser aussi une ou deux questions sur la réforme des retraites. Et puis il est quelle heure? 12h12. Vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve dans 2-3 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16, La France en miettes. Benjamin Morel, l'auteur de ce livre qui a pour titre La France en miettes, est avec nous, Benjamin Morel. Sous-titre Régionalisme, l'autre séparatisme aux éditions du Cerf. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon Assas, constitutionnaliste. Pourquoi dites-vous que la France est en miettes? Alors, c'est un sujet qui porte sur un thème qu'on a assez peu l'occasion d'aborder en réalité. Alors, on l'a abordé un petit peu avec la crise en Corse il y a à peu près un an, les drapeaux en berne pour Yvan Colonna, etc. Mais en règle générale, c'est quelque chose qui passe sous les radars. Aujourd'hui, on a évidemment des tensions séparatistes dans notre pays. On regarde ce qui se passe dans nos banlieues, etc. Et il est vrai que ces tensions existent. Mais si vous regardez, si vous déplacez en Espagne, si vous déplacez en Belgique, si vous déplacez en Grande-Bretagne, vous voyez que les régionalismes et les capacités qu'aujourd'hui ont certains groupes de rentrer dans une logique de concurrence avec l'État, de cliver et de saper sur leurs fondements ces États au nom d'une volonté d'autonomie et d'indépendance locale, c'est un vrai problème politique. Alors en France aussi. Et en France aussi. Vous appelez ça un ethno-régionalisme. Exactement. Qu'est-ce qu'un ethno-régionalisme? Il y a plusieurs formes de régionalisme. Historiquement, on peut avoir un régionalisme économique, considérant que c'est le principe de la décentralisation, que localement, on peut développer l'économie. Mais d'ailleurs, on peut défendre ce régionalisme-là. Bien sûr, ce régionalisme-là, il peut tout à fait être défendu. En revanche, vous avez également un régionalisme plus identitaire. Attention qu'il ne faut pas confondre avec les petites patries, on y reviendra peut-être, mais grosso modo, vous avez des cultures locales, elles doivent être aidées, entretenues, etc. Mais parfois, vous avez une instrumentalisation idéologique de ces cultures locales, à dessein de construire une rupture avec l'État et de dire, la France, c'est le mal, et nous voulons notre indépendance, etc. On a l'impression qu'en France, ça n'existe pas, alors qu'en réalité, avec la Corse, on a la région où, en Europe, aujourd'hui, ces partis sont les plus forts. J'ai beaucoup d'amour pour la Corse, et je l'aime tellement que j'ai envie de la garder au sein de la République, vous imaginez? Oui, je comprends. Et même en Bretagne, si vous regardez en Bretagne, le taux de Bretons qui se disent bretons avant d'être français est passé de 20 à 38% et dites-moi, en 20 ans. est-ce que, en allant plus loin, c'est donc une opposition à l'État central, on est bien d'accord, mais est-ce que on frôle une forme de un souverainisme régional ou même peut-être des comportements qui pourraient devenir racistes même dans certains cas ou... Il y a des comportements qui en effet peuvent interroger en termes de racisme. Par exemple, aujourd'hui, l'une des grandes modes en Bretagne et en Corse, c'est de dire attendons, si jamais vous avez une propriété, êtes-vous vraiment corse ou breton ? Si jamais vous avez une propriété en Corse ou Bretagne et que vous n'êtes pas breton ou corse, il y a un problème. Mais c'est pas seulement être résident en Corse, c'est peut-être simplement venir depuis quelques générations
de la Corse. Et donc on voit que vous avez une volonté d'avoir deux droits. Un droit spécial pour les Corses, pour les Alsaciens, pour les Bretons, et un droit pour ceux qui viennent d'ailleurs. Et ça, en effet, eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes. Si vous regardez les fondements de ces groupes, par exemple, le Conseil régional de Bretagne vient d'adopter un hymne officiel, donc chanté par les élus, etc., qui a été composé par François Jeannefroux. C'est en fait un barde antisémite qui écrivait durant la Seconde Guerre mondiale des articles qui étaient des articles très clairement et très violemment antisémites. Ça passe totalement sous les radars, ça paraît relativement normal, alors que, en effet, eh bien, le fondement de ces mouvements est souvent assez problématique. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté de déstructurer et de déstabiliser le pouvoir central, la France, l'unité française. Alors il y a un vrai danger. Encore une fois, si vous regardez partout en Europe, aujourd'hui, c'est l'un des problèmes majeurs de nos partenaires. Et la France n'y échappe pas. On a l'impression qu'on est totalement immunisé parce qu'on a la centralisation depuis 200 ans qui a été remis en cause, mais en réalité, on est tout aussi exposé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que non seulement on est tout aussi exposé, mais on commet les mêmes erreurs que nos voisins. Aujourd'hui, vous avez une Corse qui, encore une fois, a le plus haut taux de vote régionaliste en Europe. Vous avez des Alsaciens qui se disent « Mais attendez, le modèle corse, on veut le copier. » Et aujourd'hui, le modèle officiel de la collectivité d'Alsace, eh bien, c'est la collectivité de Corse. Les Bretons qui copient les Alsaciens. On rentre dans une logique qui est une logique de surenchère qu'on a connue en Espagne, qu'on a connue en Grande-Bretagne et qu'on commence à connaître en France. Est-ce qu'on ne souffre pas en France de trop de centralisme, justement? Alors, peut-être, et en même temps, il faut bien distinguer la décentralisation et le phénomène que je décris. On peut tout à fait être dans une approche décentralisée et même fédérale. En Allemagne, par exemple, vous avez une inégalité. Une émancipation des collectivités territoriales. Exactement. Mais ça implique, pour avoir une émancipation, d'avoir des finances et d'avoir une capacité de faire la norme. Or, aujourd'hui, la décentralisation, pour des problèmes très techniques, ne le permet pas vraiment aux collectivités. Donc, on a des collectivités qui, bien souvent, sont quelque peu engoncées. Mais malgré tout, eh bien, on va avoir de plus en plus une largeur donnée aux questions identitaires. Alors, dans votre livre, vous décrivez cette montée des particularismes régionaux et des revendications indépendantistes. Hein, c'est le cœur de votre ouvrage. Vous dites montée aussi de propos ethnicistes, on en parlait, de thèses complotistes aussi. Et évidemment, moi, je veux faire un lien avec la réforme des retraites. Je suis frappé par une chose dans la contestation, dans la mobilisation, c'est la forte mobilisation dans les villes moyennes. Oui. Et pourquoi cela? Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. D'abord parce que vous avez des villes qui longtemps ont été considérées comme étant, eh bien, un peu des villes qu'il ne fallait pas sauver. Parce que grosso modo, on est parti justement avec la décentralisation sur quel logiciel? On a considéré qu'il y avait Paris et le désert français. Oui. Et face à Paris et au désert français, on a construit des métropoles d'équilibre. Ces métropoles, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Nantes, etc. Oui. Mais les villes qui étaient entre les métropoles et la ruralité, on les a oubliées. On a considéré que pour arriver à faire monter ces métropoles, eh bien, on pouvait évider le tissu industriel, économique, local. Encore une faillite de l'aménagement du territoire. Exactement. On a renoncé à l'aménagement du territoire au nom de cette théorie des métropoles d'équilibre. Et donc aujourd'hui, on a des villes qui en effet sont en pleine déshérence économique. Et dans ces villes-là, eh bien, vous avez une fragilisation du tissu, vous avez une économie qui repose pour beaucoup souvent sur le salaire des fonctionnaires et sur les pensions de retraite. Et là, on y vient. Et cette économie qui repose sur les salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite, quand vous touchez au corps des fonctionnaires, quand vous touchez aux pensions, eh bien, c'est tout le tissu économique, les commerçants qui vivent en réalité de cette redistribution indirecte, qui sont fragilisés, d'où crise. Alors, il y a sur la quatrième de couverture de votre livre une phrase qui m'a surpris quand même. La France est vendue à la découpe. En grande partie, c'est-à-dire elle est vendue à la découpe. Elle est en grande partie vendue à la découpe. Grosso modo, que fait le pouvoir central aujourd'hui? Il se dit justement, la décentralisation, j'ai pas envie de la penser de manière générale. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je donne des gages, je donne des privilèges à telle ou telle région quand elle m'embête. Regardez par exemple la crise en Corse. On a une collectivité qui est quand même a mis ses drapeaux en berne pour Yvan Colonna, dont le seul fait de gloire est d'avoir tiré dans le dos d'un préfet. Et parce que cette collectivité est un peu remuante, qu'a dit Gérald Darmanin? Il a dit, écoutez, Yvan Colonna, Samuel Paty, c'est à peu près la même chose. Et donc, je vais en Corse négocier avec cette collectivité les privilèges que, bruyante qu'elle est, je veux bien lui accorder. Idem pour l'Alsace. L'Alsace, grosso modo, eh bien, vous avez une collectivité qui demande, qui revendique. On en vient un peu d'embêter Jean Rotner à l'époque, président du Grand Est, et donc on dit aux Alsaciens,
je vous donne votre collectivité à statut particulier. Et donc on est dans une logique qui est une logique très féodale. Le prince concède, et comme il concède, il en espère des avantages politiques seulement en concédant. Mais quelles conséquences les conséquences, elles sont doubles en réalité. C'est-à-dire que quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, on voit qu'on a un phénomène de surenchère. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, lors de la Devolution, les Gallois, la Devolution, c'est le grand phénomène de singularisation, décentralisation du début des années 2000 sous Tony Blair. On dit aux Gallois, écoutez, voilà, les Écossais vont avoir un statut, le voulez-vous? Les Gallois votent d'une pichenette pour le oui. Puis finalement, au bout de quelques années, ils se disent, mais attendez, nous on est pas moins bien que les Écossais, notre identité n'est pas assez bien reconnue, on veut un statut à l'écossaise. Les Écossais disent, mais attendez, nous on n'est pas des Gallois comme les autres, on veut un statut mieux. Et les Gallois disent, non mais ça va pas ça, moi je veux également un statut plus mieux à l'écossaise. Finalement les Écossais disent, mais attendez, on va pas être comme des Gallois, on va réclamer l'indépendance. C'est exactement ce qu'on est en train de jouer avec la partition. Vous pensez qu'un jour ou l'autre, il y a des régions françaises qui vont réclamer l'indépendance? Regardez les Corses aujourd'hui, quel est le modèle de la Corse? Le modèle de la Corse, c'est la Nouvelle-Calédonie. Une autonomie pour l'instant. Le modèle de la Corse tel qu'il est revendiqué aujourd'hui par Gilles Simeoni, c'est le statut de la Nouvelle-Calédonie, qui, par ailleurs, si vous prenez les accords de Nouméa, est nommément un statut colonial, ce qui est assez paradoxal. On a une Corse qui réclame un statut, qui est le statut aujourd'hui consacré comme étant un statut colonial. Que disent les Alsaciens? Ils disent, moi je veux un statut à la Corse. Que disent les Bretons? Moi je veux un statut à l'Alsacienne. On a un jeu d'engrenage. On a nos Gallois, on a nos Écossais. Si vous passez un pas dans l'engrenage, eh bien, comme ça avance. Donc il y a malgré tout aujourd'hui un danger qui est réel. Et par ailleurs, vous avez des collectivités locales qui jouent un jeu particulier, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, parce que justement la décentralisation est mal faite, trop complexe, eh bien elles donnent des gages au mouvement régionaliste, elles reprennent leur logiciel. Aujourd'hui, si vous prenez le programme du Parti Socialiste en Bretagne, c'est plus ou moins sur ces sujets-là le programme de l'Union démocratique bretonne, le Parti régionaliste dans les années 80. Oui, parce qu'il y a un écho. Il y a un écho dans la classe politique, un écho à Europe Écologie Les Verts, chez les écologistes, notamment. Et à l'extrême droite aussi, et chez certains souverainistes, qui pourtant sont souverainistes, mais qui en même temps sont régionalistes. C'est tout le paradoxe, parce qu'il y a une forme d'amour de la petite patrie, etc., sans comprendre que la petite patrie qui est vendue n'est pas la vraie petite patrie. Prenez par exemple Nantes. À Nantes, on n'a jamais parlé breton. À Nantes, on parle le gallo. Mais sauf qu'à Nantes, eh bien, on va vouloir donner des gages d'une forme d'adhésion à la culture bretonne. Donc on oublie le gallo, on ne l'enseigne quasiment plus, et on enseigne et on sous-titre les panneaux en breton. Et là, vous voyez, tout le paradoxe, c'est pas les petites patries. Il ne s'agit pas de préserver une culture locale. En réalité, cette culture locale est en grande partie reconstruite et repensée en opposition avec le pays. Et donc il y a une mauvaise compréhension des souverainistes qui considèrent que grosso modo, eh bien, ces petites patries, c'est la France originelle qu'il faut utiliser contre la technocratie mondiale, etc. Or, c'est pas du tout ça. Quand vous prenez Régions et Peuples Solidaires, le grand groupe auquel adhèrent tous ces partis, c'est un groupe qui veut une Europe fédérale, des régions, qui plus est redécoupée sur une base ethno-linguistique et qui annihile totalement l'État français et l'ensemble des États européens. Merci Benjamin Morel. C'est passionnant, hein, je vous le dis. La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, ça mérite attention et réflexion aux éditions du CERF. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. André Berkoff.